Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de la franc-maçonnerie, de ses origines à nos jours. Dans l'imaginaire collectif, ils sont partout. On les imagine dans l'ombre, décidant du sort des nations, manipulant les symboles derrière les portes closes de temples mystérieux. Pour les uns, ils sont les héritiers des bâtisseurs de cathédrales et des philosophes des Lumières. Pour les autres, une élite occulte entouré de secrets impénétrables, tabliers de peau, équerres et compas, rites d'initiation nocturne. Que se cache-t-il réellement derrière les rideaux de la franc-maçonnerie? Est-ce un club d'influence, une école de pensée spirituelle, ou simplement une relique du passé qui peine à vivre avec son temps? Aujourd'hui, nous allons briser le silence, non pas pour trahir des secrets, mais pour comprendre. Nous allons remonter aux sources, des chantiers du Moyen Âge aux loges contemporaines, pour démêler le mythe de la réalité. Bienvenue dans cette immersion au cœur de la confrérie la plus discutée de l'histoire. Imaginez-vous au pied d'un immense squelette de pierre, quelque part en Europe, au XIIe siècle. Le bruit est assourdissant, les chocs des ciseaux contre le calcaire, les cris des contremaîtres, le grincement des poulies qui hissent des blocs de plusieurs tonnes vers le ciel. Ici, on bâtit une cathédrale. Pour l'homme du Moyen Âge, ces édifices sont des miracles. Mais pour ceux qui les construisent, ce sont des chefs-d'œuvre de mathématiques et de sueur. Ces hommes, ce sont les maçons opératifs. Ils ne sont pas des serfs attachés à une terre. Ils sont libres. Ils circulent d'un chantier à l'autre, de Chartres à Cologne, de Paris à York. C'est de là que vient le terme franc-maçon, le maçon libre, celui qui dispose de la franchise de mouvement. Au pied de ces chantiers, on trouve une petite structure provisoire, souvent en bois, adossée à l'édifice de pierre. C'est la loge. Dans la loge, on ne fait pas que se reposer. C'est un sanctuaire. C'est là que les plans sont tracés, que les outils sont affûtés. Mais surtout, c'est là que l'on protège le savoir. À une époque où les manuels d'architecture n'existent pas, la géométrie est un secret d'État. Savoir tracer un arc brisé ou une voûte d'ogive, c'est détenir un pouvoir immense. Pour protéger ce monopole, les maçons inventent des mots de passe et des signes de reconnaissance. Pourquoi? Pour s'assurer que le nouveau venu qui prétend être un compagnon l'est réellement et qu'il ne va pas gâcher la pierre par incompétence. On teste ses connaissances, on l'initie au secret du métier, sous serment. Le métier est alors structuré par une hiérarchie stricte. L'apprenti, qui apprend à dégrossir la pierre brute, le compagnon, qui maîtrise la taille et la géométrie, et le maître, qui dirige le chantier et dialogue avec les évêques. Sans le savoir, ces artisans sont en train de créer bien plus que des églises. Ils mettent en place un système de transmission, une éthique du travail bien fait et une fraternité de métier qui va traverser les siècles. Mais alors que les grandes cathédrales s'achèvent, la pierre va lentement laisser la place à l'esprit. À la fin du XVIIe siècle, le paysage change. Les guerres de religion ont épuisé l'Europe et les grandes cathédrales sont désormais achevées. Les chantiers se font rares et les loges de bâtisseurs commencent à se vider. Pourtant, un phénomène étrange se produit. Dans ces loges où l'on taillait autrefois la pierre, on commence à voir arriver des hommes qui n'ont jamais touché un marteau de leur vie. Ce sont des médecins, des avocats, des nobles ou des scientifiques. On les appelle les maçons acceptés. Pourquoi ces intellectuels s'intéressent-ils à de vieux syndicats d'artisans? La raison est fascinante. Dans une Europe déchirée par les dogmes et les hiérarchies sociales rigides, la loge offre quelque chose d'unique, un espace neutre, un lieu où l'on ne vous juge pas sur votre naissance ou votre religion, mais sur votre désir d'apprendre et de vous améliorer. C'est ici que s'opère une mutation majeure. On passe de la maçonnerie opérative, celle qui bâtit des murs, à la maçonnerie spéculative, celle qui bâtit des idées. L'outil change de fonction. Le tablier, qui servait à se protéger des éclats de pierre, devient le symbole du travail sur soi. Le fil à plomb, qui servait à vérifier la verticalité d'un mur, devient l'outil pour sonder la profondeur de son propre cœur. La pierre brute n'est plus un bloc de calcaire, mais l'homme lui-même, imparfait, qu'il faut polir pour le rendre utile à la société. En 1717,
le basculement est définitif. Le jour de la Saint-Jean, à Londres, 4 de ces loges se réunissent dans une taverne au nom pittoresque, l'Oie et le Grill. Elles décident de s'unir pour former la toute première grande loge. La franc-maçonnerie moderne est née. 6 ans plus tard, un pasteur nommé James Anderson rédige les premières constitutions. Pour la première fois, on écrit noir sur blanc que la loge est le centre de l'union entre des personnes qui, autrement, seraient restées à une distance perpétuelle. C'est un séisme silencieux. Alors que le monde extérieur est fait de barrières, la loge devient un laboratoire de la tolérance. Le maçon ne cherche plus à ériger une flèche vers le ciel, mais à construire un temple immatériel, celui de l'humanité. Une fois cette structure officielle établie à Londres, la franc-maçonnerie va se propager comme une traînée de poudre. C'est un succès foudroyant, presque inexplicable pour l'époque. En quelques années, le modèle traverse la Manche. Vers 1725, les premières loges apparaissent à Paris, souvent dans des arrière-salles de café ou chez des nobles séduits par cette nouvelle mode venue d'Angleterre. Mais en France, la greffe prend une couleur différente. Si la maçonnerie anglaise reste très attachée à la couronne et à une certaine forme de foi, la maçonnerie française, elle, va devenir le foyer bouillonnant des idées qui changeront le monde. Pourquoi un tel engouement chez nous? Parce que la loge est le seul endroit sous la monarchie absolue où l'on peut pratiquer la démocratie avant l'heure. Imaginez la scène. À l'intérieur du temple, un duc et un simple boutiquier s'appellent mon frère. Ils votent à bulletin secret, ils délibèrent, ils élisent leurs dirigeants. Pour la société d'ordre de l'Ancien Régime, c'est une anomalie totale, presque une révolution silencieuse. Le siècle des Lumières trouve là son quartier général. De grands noms commencent à hanter ces loges. Montesquieu, le duc d'Orléans, et plus tard, un certain Voltaire, initié, à la fin de sa vie, sous les applaudissements de l'élite intellectuelle. Mais ce succès n'est pas sans danger. Très vite, l'Église et le pouvoir royal s'inquiètent. Que font ces hommes enfermés dans le noir? Que se disent-ils sous le sceau du secret? En 1738, le pape Clément XII lance la première condamnation officielle contre les francs-maçons. Le ton est donné. La maçonnerie sera désormais suspecte aux yeux des autorités. Pourtant, rien ne peut plus arrêter la machine. Les loges deviennent des laboratoires où l'on discute de liberté, d'égalité et de progrès scientifique. Sans le savoir, en maniant leurs symboles et leurs discours, ces hommes sont en train de jeter les bases intellectuelles de 1789. Le chapitre des bâtisseurs est définitivement clos. La franc-maçonnerie est devenue une force invisible qui façonne l'esprit de l'époque. Mais alors qu'elle gagne en influence, elle va aussi susciter ses premiers grands ennemis et ses premiers grands fantasmes. Pousser la porte d'un temple maçonnique, c'est accepter de quitter le monde profane. Le mot n'est pas insultant. En latin, profanum signifie simplement celui qui se tient devant le temple, à l'extérieur. Une fois le seuil franchi, le décor change radicalement. Ce n'est pas une simple salle de réunion, c'est une carte du monde, ou plutôt une carte de l'univers. La première chose qui frappe, c'est l'absence de fenêtres. Ici, la lumière ne vient pas de l'extérieur, elle doit être trouvée à l'intérieur de soi. Regardez au sol. Vous marchez sur le pavé mosaïque. Ce damier de carreaux blancs et noirs est l'un des symboles les plus puissants de la loge. Il représente la dualité de notre existence, la joie et la peine, l'ombre et la lumière, la vie et la mort. Mais regardez bien, ces carreaux sont unis par le même ciment. C'est le symbole de la fraternité qui relie des hommes que tout semble pourtant opposer. Levez maintenant les yeux. Le plafond ne ressemble à aucun autre. C'est une voûte étoilée, un ciel bleu parsemé d'astres qui rappelle au maçon que son travail n'a pas de limite, qu'il s'inscrit dans l'immensité du cosmos. L'espace est rigoureusement orienté, comme les anciennes cathédrales. Au fond, là où siège le président de la loge, qu'on appelle le vénérable maître, c'est l'Orient. C'est de là que vient la lumière, là où le soleil se lève. À l'opposé, l'Occident,
la porte par laquelle on entre. Sur les côtés, le midi et le septentrion, là où les membres prennent place selon leur rang. Tout, absolument tout dans ce décor est fait pour stimuler l'esprit. Sur les murs, on aperçoit une corde à nœuds qui fait le tour de la salle, la laxe d'amour. Elle ne se ferme pas. Ses extrémités sont libres, symbolisant une chaîne d'union qui a vocation à s'étendre à toute l'humanité. Entrer dans ce temple, ce n'est pas entrer dans une église. Il n'y a pas d'idole, pas de dogme. C'est entrer dans un théâtre de symboles, où chaque objet est un outil de réflexion. Et parmi ces objets, certains sont plus célèbres que d'autres. Si vous observez attentivement le plateau du vénérable maître à l'Orient, vous y verrez des objets qui semblent sortir tout droit de la sacoche d'un artisan du Moyen Âge. Mais ne vous y trompez pas. Ici, on ne construit plus de murs de pierre. Ces outils sont devenus les instruments d'une architecture intérieure. Le plus célèbre d'entre eux, c'est bien sûr l'équerre. Pour le maçon, l'équerre symbolise la rectitude. Elle sert à vérifier que la pierre est bien taillée à angle droit. Transposée à l'homme, elle devient la règle morale. Agir avec droiture envers les autres et envers soi-même. C'est l'outil de la loi et du devoir. Juste à côté, on trouve souvent le compas. Contrairement à l'équerre qui est fixe, le compas s'ouvre et se ferme. Il représente la mesure, la capacité à évaluer les situations avec discernement. Si l'équerre définit l'action droite, le compas, lui, définit le rapport aux autres. Jusqu'où puis-je aller sans empiéter sur la liberté d'autrui? C'est le symbole de la sagesse et de la modération. Mais le travail commence par un objet bien plus brut, la pierre brute. C'est sans doute le symbole le plus touchant de la franc-maçonnerie. Elle représente l'homme à son arrivée en loge. Imparfait, rugueux, plein de préjugés. Le but de toute une vie de maçon est de travailler cette pierre avec le ciseau et le maillet, la volonté et l'intelligence, pour la transformer en pierre taillée. Une pierre qui n'est pas parfaite, mais qui est devenue assez régulière pour s'emboîter parfaitement avec les autres pierres de l'édifice social. Et pour s'assurer que cet édifice ne s'écroule pas, le maçon utilise deux autres instruments, le fil à plomb et le niveau. Le fil à plomb, c'est la verticalité. Il force le maçon à regarder au plus profond de lui-même, à chercher sa propre vérité sans se laisser influencer par les modes ou les opinions du dehors. À l'inverse, le niveau est l'outil de l'horizontalité. Il rappelle que, malgré leurs différences de diplôme, de compte en banque ou d'origine, tous les membres sont égaux. C'est là toute la subtilité du langage maçonnique. Transformer des objets banals en concepts philosophiques. En manipulant mentalement ces outils, le maçon ne se contente pas de philosopher. Il se construit. Mais une fois ces outils compris, une question demeure. Comment se déroule concrètement une séance? Que font-ils de ces symboles lorsqu'ils sont réunis? Une réunion maçonnique ne s'appelle pas une conférence ou une assemblée. On appelle cela une tenue. Et ce mot n'est pas choisi au hasard. Il évoque la manière dont on se tient, la tenue de soi-même face aux autres. Tout commence par un rite d'ouverture millimétré. Le vénérable maître frappe 3 coups de maillet. Le son résonne contre les murs du temple. À cet instant, on dit que les membres laissent leurs métaux à la porte. Les métaux, ce sont vos titres de noblesse, votre compte en banque, vos médailles professionnelles, mais aussi vos colères et vos soucis quotidiens. Dans le temple, vous n'êtes plus le directeur, l'ouvrier ou le chômeur. Vous êtes un maçon parmi ses frères et sœurs. Puis, la parole circule. Mais attention, on ne se coupe pas la parole en loge. On ne débat pas comme sur un plateau de télévision. Pour s'exprimer, il faut demander la parole à l'officier qui gère votre rangée. On ne s'adresse jamais directement à un autre membre, on s'adresse au vénérable maître. Pourquoi cette rigidité? Pour filtrer l'émotion. On n'attaque pas l'autre. On dépose une idée au centre de la loge, comme une pierre que l'on offre à la construction commune. Au milieu de ce ballet de paroles, il y a un groupe qui surprend toujours. Ce sont les apprentis, les nouveaux venus. Pendant toute la durée de leur première année, les apprentis ont l'obligation du silence absolu. Ils écoutent, ils observent, mais ils ne parlent pas. Dans notre monde moderne, où tout le monde a un avis sur tout, tout de suite,
Ce silence imposé est une épreuve de discipline. Apprendre à écouter l'autre avant de chercher à imposer sa propre voix, c'est le premier grand travail sur la pierre brute. Le moment fort de la tenue, c'est la planche. Sous ce nom un peu étrange se cache un exposé. Un membre monte à la tribune pour partager ses réflexions sur un sujet symbolique, social ou philosophique. Cela peut aller de la symbolique du chiffre 3 à comment vivre la fraternité dans un monde numérique. À la fin de la réunion, avant de se quitter, on fait circuler le tronc de la veuve. C'est une quête solidaire. Chaque membre donne ce qu'il peut pour aider ceux qui sont dans le besoin, à l'intérieur comme à l'extérieur de la confrérie. Alors, tout cela semble très noble, très organisé. Mais alors pourquoi tant de mystère? Pourquoi ce secret qui alimente tous les fantasmes? Le secret. C'est le mot qui fait vendre des magazines. Celui qui nourrit les théories les plus folles sur Internet et celui qui, paradoxalement, définit le mieux la franc-maçonnerie. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Il faut d'abord distinguer deux types de secrets. Le premier est purement administratif, c'est la discrétion. Un franc-maçon a tout à fait le droit de révéler son appartenance, mais il a l'interdiction formelle de révéler celle d'un autre. C'est une règle de protection héritée des époques, où les loges étaient persécutées par les régimes totalitaires ou par l'Église. C'est un pacte de confiance. Je ne te dénoncerai jamais. Le second secret est plus profond, presque mystique. On l'appelle le secret ineffable. Les maçons vous diront que même s'ils voulaient tout vous raconter, ils ne le pourraient pas. Pourquoi? Parce que le secret maçonnique n'est pas une information cachée dans un coffre-fort. Ce n'est pas un code secret ou un plan de domination mondiale. C'est un secret d'expérience. C'est ce que l'on ressent lors d'une initiation, dans la pénombre du temple, au milieu des rituels et du silence. C'est comme essayer d'expliquer la sensation d'un premier amour ou le goût d'un fruit à quelqu'un qui ne l'a jamais goûté. On peut décrire la scène, mais on ne peut pas transmettre le vécu. C'est ce vécu qui appartient à chacun et qui reste, par définition, impénétrable pour celui qui n'est pas passé par là. Pourtant, ce silence volontaire a un prix. Il laisse la place au vide. Et le vide est toujours rempli par l'imaginaire. En se cachant pour réfléchir, les maçons ont involontairement créé le terreau fertile de l'antimaçonnisme. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, si l'on se cache, c'est forcément que l'on a quelque chose à se reprocher. De cette ambiguïté sont nés les plus grands mythes. Le complot des Illuminati, les cultes sataniques ou les réseaux de pouvoir occulte. Des fantasmes qui ont la vie dure et qui nous amènent à une question cruciale. Comment une société qui prône la sagesse et la tempérance a-t-elle fini par devenir, dans l'esprit de certains, l'organisation la plus dangereuse de la planète? Un mythe tenace voudrait que la Révolution française ait été entièrement orchestrée dans l'ombre des loges maçonniques. On imagine des hommes encapuchonnés signant l'arrêt de mort de la monarchie entre deux rituels secrets. La réalité est à la fois moins spectaculaire et bien plus profonde. Les maçons n'ont pas fait la Révolution. Ils l'ont pensée. À la fin du XVIIIe siècle, les loges sont des incubateurs. C'est là que des hommes comme Lafayette, Mirabeau ou Benjamin Franklin testent des concepts alors radicaux, la séparation des pouvoirs, la liberté de conscience et surtout l'égalité. Quand la Déclaration des droits de l'homme est rédigée, on y retrouve l'empreinte directe des discussions maçonniques. Ce n'est pas un complot, c'est une influence intellectuelle massive. Traversons l'Atlantique. Aux États-Unis, l'empreinte est encore plus visible. George Washington, premier président américain, pose la pierre angulaire du Capitole en costume de franc-maçon, avec son tablier et sa truelle. Sur les 9 signataires de la Déclaration d'indépendance, bon nombre étaient des frères. Regardez un billet d'$1, l'œil au-dessus de la pyramide, bien que son origine soit discutée, il illustre parfaitement cette esthétique maçonnique qui imprègne la fondation de la première démocratie moderne. Mais l'influence ne s'arrête pas aux révolutions sanglantes. Au fil des décennies, les loges deviennent le bureau d'études de la République, particulièrement en France.
Saviez-vous que la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, ou encore l'école gratuite et laïque de Jules Ferry, ont été longuement mûries dans les ateliers du Grand Orient de France? La devise liberté, égalité, fraternité, qui orne aujourd'hui nos mairies, est d'ailleurs passée des murs des loges aux frontons des édifices publics. Plus proche de nous, des personnalités comme Joséphine Baker, militante acharnée des droits civiques, ou encore Simone Veil, ont porté ces idéaux de progrès social. En loge, on ne vote pas les lois, mais on prépare les esprits à ce qu'elles deviennent possibles. Cependant, cette capacité à influencer la marche du monde a un revers de médaille. À force d'être partout où le pouvoir se dessine, la franc-maçonnerie a fini par inquiéter. Si elle peut créer des ponts pour la paix, peut-elle aussi servir à construire des réseaux de corruption? C'est là que le rêve de fraternité universelle se heurte parfois à la réalité plus trouble des affaires. Pourquoi tant de haine? Dès ses débuts, la franc-maçonnerie a été la cible d'attaques d'une violence rare. Pour comprendre l'antimaçonnisme, il faut comprendre une chose. Le secret est une insulte pour ceux qui veulent tout contrôler. Le premier grand adversaire, c'est l'Église catholique. En 1738, le pape Clément XII fulmine une bulle d'excommunication. Le reproche, non pas que les maçons soient forcément athées, mais qu'ils acceptent en leur sein des hommes de toute confession. Pour le Vatican de l'époque, l'idée que des protestants, des juifs et des catholiques puissent fraterniser autour d'un idéal commun sans l'aval du clergé est un crime contre la foi. Mais la plus grande supercherie de l'histoire reste l'affaire Léo Taxil. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Taxil, un journaliste provocateur, prétend s'être repenti de son anticléricalisme et commence à publier des ouvrages révélant les coulisses de la maçonnerie. Il invente tout, des cultes sataniques, des apparitions de démons dans les loges, et même une prêtresse nommée Diana Vaughan, qui aurait assisté à des messes noires au cœur de Paris. Pendant 12 ans, la France et le Vatican tombent dans le panneau. C'est une hystérie collective. En 1897, lors d'une conférence mémorable, Taxil avoue enfin tout. C'était une immense plaisanterie, un canular pour se moquer de la crédulité de l'Église. Le problème, c'est que le mal est fait. Les images de démons et de rituels sanglants sont restées gravées dans l'inconscient populaire. Cependant, l'antimaçonnisme n'est pas toujours une blague. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient mortel. Les régimes totalitaires, qu'ils soient nazis ou soviétiques, ne supportent pas l'existence de sociétés de pensée libre. En France, sous le régime de Vichy, une police spéciale est chargée de traquer les maçons. Leurs noms sont publiés dans les journaux pour les jeter en pâture à la vindicte populaire. Ils sont révoqués de la fonction publique et des milliers sont déportés. Pour les dictateurs, le maçon est l'ennemi de l'intérieur, le comploteur cosmopolite. Aujourd'hui, l'antimaçonnisme a changé de visage. Il s'est déplacé sur YouTube et les forums conspirationnistes. On ne parle plus de messe noire, mais de nouvel ordre mondial ou de grands maîtres qui dirigeraient la finance internationale. Mais entre les fantasmes de Satan et les théories du complot sur Internet, qu'en est-il de la réalité? Car si la maçonnerie n'est pas un culte démoniaque, elle n'est pas non plus exempte de zones d'ombre très concrètes. Si la franc-maçonnerie était uniquement un club de philosophie, elle ne susciterait sans doute pas autant de passion. Mais là où il y a des hommes et des secrets, le pouvoir n'est jamais loin. Et parfois, la noble idée de solidarité entre frères glisse vers quelque chose de beaucoup plus sombre, le clientélisme, voire la corruption. L'exemple le plus spectaculaire, celui qui hante encore l'histoire de la confrérie, c'est l'affaire de la loge Peu en Italie, dans les années 70 et 80. Imaginez une loge clandestine, dirigée par un homme de l'ombre, Licio Gelli. À l'intérieur, des ministres, des chefs des services secrets, des banquiers et de hauts gradés de l'armée. Ce n'était plus de la maçonnerie, c'était un État dans l'État, impliqué dans des scandales financiers massifs et des tentatives de déstabilisation politique. La loge Peu a été dissoute, mais elle a laissé une cicatrice indélébile, la preuve que le secret maçonnique
peut servir de bouclier à une mafia politique. En France, le problème est plus diffus, mais bien présent à travers ce qu'on appelle les fraternelles. Ce ne sont pas des loges rituelles, mais des groupements de maçons par secteur d'activité. La fraternelle de la police, de la justice, du bâtiment ou de la politique. Si le but officiel est l'entraide, les dérives sont réelles. Un juge et un avocat membres de la même loge peuvent-ils garantir une impartialité totale? Un entrepreneur qui obtient un marché public grâce à un frère à la mairie ne fausse-t-il pas les règles du jeu? Ces dernières décennies, plusieurs affaires de corruption locale ont mis en lumière ces réseaux d'influence, forçant les grandes obédiences à faire le ménage pour protéger leur réputation. Les maçons eux-mêmes sont les premiers à dénoncer ces pratiques. Ils appellent cela le maçonnisme, l'utilisation du réseau pour faire carrière ou s'enrichir, au mépris des valeurs spirituelles de l'ordre. Alors, face à ces scandales, et à l'image parfois poussiéreuse des loges, la question se pose, la franc-maçonnerie a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Dans un monde de réseaux sociaux ultra-transparents et d'intelligence artificielle, quel rôle reste-t-il pour ces vieux temples aux rituels immuables? Nous arrivons au terme de notre voyage. Nous avons vu les bâtisseurs de cathédrales, les philosophes des Lumières et les zones d'ombre du pouvoir. Mais qu'en est-il aujourd'hui, en 2026? La franc-maçonnerie traverse une zone de turbulence. Dans un monde où tout va vite, où l'on communique par messages instantanés et où l'intelligence artificielle répond à nos questions existentielles, le temps long de la loge peut paraître décalé. Les effectifs vieillissent et les jeunes générations, avides de transparence totale, s'interfèrent parfois avec ces rituels qui semblent venir d'un autre âge. Pourtant, c'est peu, être là que réside sa plus grande force. À l'heure de l'hyperconnexion, la loge offre quelque chose qui devient rare, un espace de déconnexion, un lieu où l'on pose son téléphone, où l'on écoute l'autre sans l'interrompre, et où la parole a encore un poids sacré. Aujourd'hui, les francs-maçons ne se cachent plus comme autrefois. Ils ouvrent leur temple lors des journées du patrimoine. Ils publient des podcasts. Ils interviennent dans les médias sur des sujets de bioéthique ou d'écologie. Leur défi a changé. Il ne s'agit plus de préparer des révolutions politiques, mais de tenter de réhumaniser une société de plus en plus fragmentée. Alors, la franc-maçonnerie est-elle une relique du passé ou une boussole pour le futur? C'est sans doute un peu des deux. C'est un pont jeté entre les siècles, une méthode de réflexion qui survit parce qu'elle répond à un besoin fondamental, le besoin de se réunir entre hommes et femmes de bonne volonté pour essayer, pierre après pierre, de construire quelque chose de plus grand que soi. Que l'on voit en eux des sages ou des rêveurs, une chose est sûre, tant qu'il y aura des pierres brutes à polir et des esprits en quête de lumière, l'équerre et le compas continueront de se croiser, à l'abri des regards, pour tenter de dessiner les contours d'un monde plus juste. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ces 3 chapitres vous aideront à y voir plus clair derrière le voile des symboles et des secrets. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais aussi simple qu'un slogan. Elle se construit patiemment, avec rigueur, et peut être un peu de fraternité.